Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'attitude répressive des pouvoirs publics continue de susciter un tollé de réactions. Au Cameroun, être emprisonné pour avoir revendiqué pacifiquement ses droits, le sort réservé aux enseignants grévistes, est perçu selon l'opposition comme l'incapacité des pouvoirs publics à apporter des solutions aux causes des multiples crises que connaît le Cameroun. Une session parlementaire historique s'ouvre dès demain avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Les 11 sages doivent prêter serment devant le Parlement, mais l'agenda sociopolitique pourrait imposer durant cette session parlementaire de nombreux enjeux qui cristallisent déjà l'attention des Camerounais pour analyser et décrypter la situation sociopolitique du Cameroun avec ses multiples crises. L'invité politique du 20h est le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, est en direct dans ce journal. Vous le suivrez dès l'ouverture du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une session parlementaire historique qui s'ouvre dès demain avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Les 11 sages doivent prêter serment devant le Parlement, mais l'on note déjà que le climat sociopolitique pourrait imposer un agenda aux parlementaires, sénateurs et députés entre des projets de loi très attendus sur l'accélération de la décentralisation, mais aussi les sénatoriales qui doivent se tenir vers la fin du mois de mars 2018. Les enjeux de cette session parlementaire décryptés dans ce reportage de Guy Zogo et Emmanuel Diop. C'est une session historique de mars 2018 qui s'ouvre dans peu à l'Assemblée nationale du Cameroun. Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 janvier 1996, le Parlement camerounais se réunira en congrès pour la prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel. Une instance du Parlement camerounais dont le bureau est assuré par le président de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ce rendez-vous majeur avec les juges constitutionnels, l'Assemblée nationale, avec cette session, rentrera dans la dernière ligne droite conduisant vers la fin de la mandature des élus du peuple de la Chambre basse. En règle générale, cette période est souvent marquée par l'attentisme des parlementaires dont les préoccupations sont souvent portées sur les interrogations au sujet de leur réélection. Il n'y a donc pas à s'attendre à ce qu'il y ait des coups d'éclat comme en novembre 2017 lorsque le gouvernement avait été mis à rude épreuve par le SDF. Néanmoins, quelques échos pourraient en sortir si la présidence du Sénat venait à changer de main ou encore si Paul Biya optait pour un remaniement ministériel dans la perspective de remobiliser ses troupes avant les échéances électorales annoncées. Une session parlementaire historique qui s'ouvre dès demain avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Et pour commenter cette actualité, je reçois sur ce plateau le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous avez suivi quelques enjeux qui ont été évoqués pour cette session parlementaire qui s'ouvre dès demain. C'est la toute première de l'année 2018 avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Vous avez suivi la nomination de ces 11 membres. Est-ce que vous en êtes satisfait? D'abord, je ne sais pas si la satisfaction porterait sur la mise en place du Conseil constitutionnel ou sur les membres qui composent le Conseil constitutionnel. Pour ce qui est de la mise en place, c'est donc de la nomination enfin des membres de cette instance qui est prévue par la Constitution de 1996 et donc que l'on attend depuis presque 22 ans. On peut se demander pourquoi maintenant. Mais peut-être mieux vaut tard que jamais. Dans tous les cas, on ne peut pas ne pas être tenté d'y voir quelques calculs politiques ou politiciens. Le plus important, c'est de savoir ce que le Conseil sera en mesure de faire. Et donc, quand vous demandez si on est satisfait, si c'est par rapport aux membres, je dirais qu'il y a là des juristes, des universitaires, donc la spécialité en droit constitutionnel est connue. Et donc, a priori, on peut dire
qu'ils feront un travail à la hauteur de ce qu'on peut en attendre. Mais il ne faut pas se hâter. Et j'ai entendu parler des 11 sages. Vous mettez des réserves? C'est le travail effectué par le Conseil constitutionnel qui nous permettra de dire s'ils sont des sages ou pas, s'ils ont agi avec sagesse ou pas. Il y a là, ai-je dit, des universitaires connus, mais il y a là aussi des gens qui ont un passé qui nous préoccupe éminemment, parce qu'ils ont un passé de fossoyeurs des élections connus au Cameroun. Et donc le fait qu'ils soient au sein de ce Conseil constitutionnel, parfois à des positions clés, est un vrai sujet de préoccupation pour nous. Justement, il y a la présidentielle qui pointe à l'horizon, et donc vous êtes l'un des candidats. Est-ce que vous avez des attentes par rapport au rôle que ce Conseil constitutionnel doit jouer durant, bien sûr, pour veiller sur la régularité de ces élections-là? D'abord, je dois peut-être rectifier, mais je ne cesse de le faire sur les plateaux de télévision. Je ne suis pas encore candidat tant que je n'aurai pas été investi par mon parti politique. J'aspire, je suis candidat à la candidature au sein de mon parti politique. J'espère qu'à l'occasion de la convention de notre parti, convention qui se tient en session ordinaire en avril prochain, les 13, 14 et 15 avril, je pourrais compter sur la confiance de mes camarades du parti pour m'investir comme candidat du parti. Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Mais ce que l'on attend d'un Conseil constitutionnel, c'est qu'il veille au respect strict des lois prévues pour l'organisation des élections, c'est-à-dire le respect strict des règles du code électoral, avant, pendant et après les élections, puisqu'il est juge du contentieux électoral. Il y a une part du contentieux, notamment le contentieux préélectoral, qui relève des commissions départementales de supervision, mais il n'y a pas de coupure nette tranchée entre le contentieux préélectoral et le contentieux électoral. Certains aspects du contentieux préélectoral trouvant leurs conséquences et leur application dans le cadre des opérations électorales. Bref, on attend du Conseil constitutionnel qu'il soit le juge vigilant, gardien impartial de la légalité des élections, de la transparence en matière électorale, et justement qu'enfin on puisse avoir au Cameroun des élections sans fraude. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui évite les fraudes. Le Conseil est là pour sanctionner les fraudes. Et nous avons eu beaucoup d'espoir par le passé, par exemple en Elecam, en disant, voilà, nous avons désormais un organisme qui est détaché de l'administration de l'État, mais au bout du compte, nous avons été très déçus, notamment après les élections de 2013, parce que Elecam s'est révélé être simplement une appendice du pouvoir et surtout du parti qui est le parti dominant aujourd'hui au Cameroun. Mais Elecam a aujourd'hui un nouveau président du Conseil électoral, un nouveau directeur général des élections. Est-ce que l'arrivée de ces nouvelles personnes vous offre des perspectives d'un processus électoral plus transparent, plus crédible? Ça ne change fondamentalement rien à l'affaire dès lors que les personnalités en question sont des militants connus et notoires du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, le RDPC, et qui parfois d'ailleurs siègent ou ont siégé par le passé dans des instances dirigeantes de ce parti. Donc il ne suffit pas de changer les hommes pour que Elecam devienne crédible. Il faut que Elecam, réellement, à l'occasion des prochaines échéances, montre qu'il peut organiser des élections crédibles aux yeux des Camerounais et non pas quelque chose qui va recevoir des satisfecits de je ne sais quelle communauté internationale, c'est-à-dire veille par exemple à ce qu'il n'y ait pas des votes dans les casernes militaires, ça c'est la loi qui l'interdit, et nous avons essayé d'interpeller en vain Elecam à ce sujet par le passé. Pourquoi Elecam ne nous a-t-il pas appuyé lorsque nous avons demandé la réforme consensuelle du code électoral, où nous demandons un bulletin unique, ça ne coûte rien à l'État, où nous avons dit par exemple qu'on modifie la disposition du code qui dit que seul le procès verbal d'Elecam fait foi en cas de contentieux, alors même que les représentants des candidats et des partis politiques au sein des bureaux de vote reçoivent des procès verbaux, mais qui ne servent à rien. Pourquoi leur donne-t-on des procès verbaux? Sans ce préalable-là que vous avez posé comme condition pour un processus électoral transparent, est-ce que vous aspirez toujours à aller à la présidentielle avec ce code électoral que vous critiquez? Nous l'avons dit depuis longtemps. Nous irons aux élections. S'il y en a qui quelque part font de petits calculs en espérant que nous n'irons pas aux élections parce qu'ils ne veulent pas prêter oreille aux revendications des Camerounais, ils se trompent. Nous savons que ce code n'est pas l'idéal. Mais nous savons aussi
que nous allons gagner les élections en dépit de ces imperfections. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je vous en prie, allez-y. Parce que ça dépend des Camerounais et uniquement des Camerounais. Nous disons aux Camerounais, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Allez voter le jour du vote, mais surveillez également le dépouillement et le résultat des votes. Justement, vous avez dit que ça dépend des Camerounais. Oui. Pour l'instant, la préoccupation des Camerounais, c'est d'avoir leur salaire et ils étaient nombreux dans les rues de Yaoundé pour tenter de manifester et revendiquer leurs droits sociaux. Ce sont des enseignants indignés qui ont été molestés, brutalisés et interpellés. Cette attitude répressive des pouvoirs publics continue de susciter un tollé de réaction au Cameroun. Être emprisonné pour avoir revendiqué pacifiquement ses droits, le sort réservé aux enseignants indignés, illustre selon l'opposition l'incapacité des pouvoirs publics à apporter des solutions aux causes multiples des crises que traverse le Cameroun. La classe politique qui s'exprime dans ce reportage de Farel Bounia et Kate Diarra. Avec la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord, la crise anglophone qui paralyse le nord-ouest et le sud-ouest, le Cameroun passe par des moments de malaise profond qui sont intensifiés par des revendications d'ordre social dans au moins chacune des 7 régions restantes, chose que Chantal Kambiwa, militante au sein du SDF, attribue à la démission des autorités administratives et politiques qui, selon elle, sont à court d'idées et donc dépassées par les événements. Pour qui travaille-t-il? Tout politique mène l'homme au centre. Mais quand l'homme peut souffrir devant le monde sans qu'on ne réagisse, alors quelle politique faisons-nous? Puisque faire de la politique, c'est apporter les solutions aux problèmes des populations. Mais les populations ont des problèmes. Des individus souffrent. Ils s'adressent à leur hiérarchie. Il n'y a pas de réaction. Face à cette situation sociale qui se dégrade du fait de l'insuffisance de réponse apportée à de nombreux problèmes soulevés, le gouvernement choisit souvent le silence comme solution. Chose que Moukodi Dim David, militant au sein de l'ONG Un Monde à Venir, qualifie de silence complice des personnes appartenant à un même cercle, celui du népotisme. Et donc quand on est dans ce contexte-là, c'est tout à fait normal que certaines autorités bouchent les oreilles et ferment les yeux, parce qu'ils sont tous dans le même réseau et c'est entre eux qu'ils se partagent le gâteau. Chacun reste de son côté et personne ne fout son nez dans les affaires de l'autre. En plus du silence, il y a également la violence physique, ainsi que les interpellations arbitraires destinées à faire pression sur des citoyens qui, dans la plupart du temps, ne revendiquent qu'un mieux-être. Je me dis qu'il faut arrêter cela très vite, avant qu'on se retrouve dans un autre type de crise. Vous vous rappelez bien que la crise anglophone a commencé comme un jeu. Quelques personnes après, ça a pris d'autres dimensions. Moi, je crois qu'à chaque fois maintenant, avec cette crise anglophone qui nous affecte tous, nous devons faire attention. Mais faire attention, ce n'est pas réagir brusquement à chaque fois que les gens veulent revendiquer leurs droits. Si les gens sortent pacifiquement pour revendiquer leurs droits, la réponse doit être une réponse pacifique. Ce n'est pas au hasard qu'ils se retrouvent dans la rue. Peut-être ils ont emprunté d'autres chemins où il n'y a pas eu de réponse. Pour taire toute cette violence et solutionner le laisser-aller gouvernemental, la solution semble tout trouver au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Christophe Hervé, secrétaire général du MRC. Le gouvernement a perdu le contrôle avec ses citoyens et comme ça, il est temps maintenant pour que nous tous ensemble, on joigne nos forces et aller voter contre ce gouvernement pour changer et résoudre notre problème dans ce pays. Face aux revendications sociales des enseignants, les pouvoirs publics ont d'abord choisi d'envoyer les forces de l'ordre, des centaines d'enseignants placés en garde à vue pour avoir revendiqué leurs droits sociaux. Professeur Maurice Kamto, vous avez suivi de près cette actualité. Comment vous appréciez la gestion des grognes sociales au Cameroun? D'abord, la situation dont vous parlez est inacceptable. Parce qu'on parle d'enseignants dont certains ont plus de 11 mois d'arriérés de salaire. Certains sont sortis depuis 3 ans, depuis 5 ans, et n'ont pas encore été intégrés dans la fonction publique. Pourtant,
ils font des prestations, c'est-à-dire qu'ils enseignent. Voyez-vous, je me demande si nous avons encore un gouvernement dans notre pays. Car nous cessons de dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais qui c'est qui encadre la jeunesse? Qui c'est qui forme la jeunesse pour qu'elle, justement, soit ce fer de lance qui soit en mesure de frapper la cible? Ce sont les enseignants. Et voilà comment on les traite. Vous avez des enseignants qui, sortis de l'école, sont affectés dans des localités très reculées, par exemple de Yaoundé, où tout est concentré. Si un enseignant est à Koussery et doit être obligé de venir à Yaoundé pour suivre son salaire, qu'il ne perçoit pas, après 11 mois, après 2 ans, comment vit-il? Personne ne s'en occupe. Et dès lors qu'ils posent le problème, ils ont en retour quoi? La matraque et le cachot. Dans quel pays sommes-nous? Qui peut se satisfaire de cela? Quand vous dites, selon l'opposition, le gouvernement fait une mauvaise gestion de la crise, non, ce n'est pas suivant l'opposition. Parce que les enseignants qui sont aujourd'hui embastillés, il y en a peut-être plus de 300, ne sont pas que de l'opposition. Ils sont de tous les partis. Ce sont simplement des Camerounais, des citoyens qui travaillent et qui méritent effectivement de percevoir leur salaire. Donc, il y a non seulement une gestion catastrophique de la crise, il y a un vrai mépris du gouvernement aujourd'hui pour tout ce qui est revendication sociale. Il y a un vrai mépris pour la jeunesse. Pour la jeunesse, estime qu'il apporte des solutions au fur et à mesure, compte tenu du contexte économique et les tensions de trésorerie qui sont souvent observées ici et là, qu'il faudrait aller au cas par cas pour mettre sur pied les réformes nécessaires pour une intégration complète à la fonction publique de ces enseignants-là. Comment appréciez-vous cette réaction du gouvernement? Je voulais dire qu'il y a un vrai mépris de la jeunesse qu'on essaye par ailleurs de caresser dans le sens du poil. Parce que si on aime cette jeunesse, on ne peut pas mépriser ceux qui les encadrent. Si on aime cette jeunesse, et parmi les enseignants, il y a de nombreux jeunes, on ne peut pas les traiter de cette façon. Quand des gens formulent des revendications, et que, comme je l'ai dit, vous avez vu le déploiement, n'est-ce pas, pas simplement du nombre de policiers, mais des outils, des engins qui ont été déployés contre des gens qui n'ont aucune arme. J'ai vu justement des engins policiers, de véhicules de policiers avec à l'avant des choses comme des socs, n'est-ce pas, pour mater la manifestation. Alors, qu'attendez-vous d'une jeunesse comme celle-là? Alors, quand vous me dites, oui, il y a une situation avec une tension de trésorerie qui impose que l'on gère au cas par cas, mais c'est la faute de qui? Mais justement, ils sont incapables de gérer. Il est temps qu'ils se rendent compte qu'ils ne gèrent pas bien le pays et qu'ils laissent la place. C'est ce que nous leur disons. Et c'est pour cela que nous demandons aux Camerounais, donnez-leur une sortie honorable en les chassant par les urnes. Justement, pour que ce ne soit pas par d'autres moyens. Professeur Maurice Kamto, cette situation fait penser à celle qui est survenue en 2016 avec les enseignants et des avocats d'expression anglaise. Et juste après, il y a eu une radicalisation sur le théâtre de la crise anglophone. Est-ce que vous redoutez le même scénario? Moi, je ne vais pas faire des parallèles faciles. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a des crises à répétition dans un pays, ce n'est pas un signe de bonne santé politique, économique et sociale. Il y a donc un vrai malaise. Et un malaise qui aujourd'hui est multiforme parce que la crise anglophone, partie de revendications catégorielles, est devenue une crise politique profonde. Peut-être qu'on y reviendra au cours de cette émission. Je vous en prie. Elle est devenue une revendication politique sérieuse et que nous devons prendre avec tout le sérieux qui s'impose. Aujourd'hui, c'est une catégorie de travailleurs camerounais de la fonction publique qui s'appelle les enseignants. Mais il y en a d'autres, et bien d'autres, ils sont nombreux. Et je crains simplement qu'à force de traiter les choses de cette façon, qui est en fait une fuite en avant, quand un gouvernement est responsable et a des solutions aux réponses de ses citoyens ou de ses concitoyens, on ne répond pas par la force quand les gens justement manifestent les mains nues et dans la paix. Et donc, même si je ne veux pas faire le parallèle avec la crise anglophone, il est certain que si nous poursuivons de cette façon, on peut se retrouver sur une pente qui est absolument incontrôlable. Et donc personne, je ne suis pas prédicteur d'avenir et je ne veux pas, comment dirais-je, dire le malheur qui s'abattra sur le Cameroun, mais ceci n'est pas une façon de gérer un pays par un gouvernement responsable, à l'évidence non. Autre source de tension au Cameroun, ce sont les coupures intempestives d'électricité. Cependant, à Manjo, depuis un mois, il n'y a pas de courant et pour cause, le transformateur électrique est tombé en panne. Les multiples démarches entreprises par les populations n'ont rien donné. Jusqu'ici, reportage Jacques Molland et Julienne
Berthe Bissaye. Ce poteau électrique allongé sur le sol est l'une des causes de l'absence de l'énergie électrique. Nous sommes à Mandio, l'un des arrondissements du département du Mungo. Ici, les populations qui y vivent sont désemparées. Cela fait plusieurs semaines qu'elles sont sevrées du précieux sésame. Je suis dépassé, j'ai même honte. La pylône est tombée le 11 février. Jusqu'à nos jours, nous sommes dans l'obscurité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que le sous-préfet de Mandio n'a pas fait? Le sous-préfet de Mandio est parti de Mandio pour Konsamba. Pas une fois, pas deux fois. Moi-même, je suis allé en Konsamba, on me trompe. Hier, j'ai passé toute la journée en Konsamba. Et on a dit que quelqu'un vient démonter ça pour aller mettre à Loum. Et celui de Loum va appeler Konsamba. J'ai été surpris que hier, jusqu'à 16h, et le transformateur est toujours là. À côté de ceci, cette même population vit avec la peur au ventre, surtout quand on sait que les sans-foi-ni-loi aiment le noir. Pour quitter ici, aller à Bangui, on marche à pied. Nous avons peur. Ils peuvent venir quitter ici pour aller créer le désordre à Bangui. Ils viennent encore se cacher la nuit. On sait que qui est qui. Mais si rien ne fait d'ici lundi, vous allez entendre que Mandio a pris feu. La même peur ébranle les apprenants qui peinent à réviser leurs leçons. Ces élèves apprennent. Pas de lumière. Ils sont en train de composer. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le Cameroun? Ils apprennent avec quoi? Avec la lampe. Les enfants qui sont habitués à la lumière. Avec la lampe, ça affaiblit la vision. Ils vont apprendre quoi? Mandio n'est pas seul à vivre dans le noir. Plusieurs autres localités subissent le même sort sous le regard impuissant de la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique. Dans l'actualité, après le retour des premières pluies, des populations s'interrogent sur les projets d'aménagement des drains dans la capitale économique du Cameroun. Une convention avait été signée entre le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et l'Union européenne, l'agence française de développement pour financer les travaux d'aménagement des drains à Makepe-Misoke dans le 5e arrondissement de Douala. Le délégué du gouvernement a tenu à faire le point. Les populations, elles, déplorent le fait que les travaux n'avancent pas au rythme souhaité. Et le docteur Fritz Ntoné a évoqué un certain nombre de pesanteurs pour justifier cet état des choses. Il a promis l'accélération des travaux dans les tout prochains mois. Parlons, je vous propose à présent donc de suivre ce reportage de Julingue Nyondé et Innocent Abega. La saison des pluies qui arrive à grands pas dans la ville de Douala crée à nouveau une psychose auprès des habitants du quartier Makepe-Misoke dans l'arrondissement de Douala 5e. Bien qu'en chantier, tel que l'avait annoncé l'autorité administrative, dans le but de curer les drains et limiter les risques d'inondation, les populations qui saluent la présence sur le terrain des gros engins de la communauté urbaine de Douala expriment tout de même leur doléance. Non, ici à Makepe-Misoke, nous avons toujours peur parce que même aujourd'hui il y a eu un peu d'inondation. Mais ce qui est là que ce n'est pas entré. Nous vous supplions seulement de plus creuser un peu l'eau là. C'est moins grave par rapport comme c'était avant. Non, notre problème c'est seulement qu'on attend qu'on est en train de drainer là. Et si on ne traîne pas, on va toujours avoir peur. En réponse à leurs préoccupations, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui présidait la première session du comité de pilotage du projet Douala Ville Durable à Makepe-Misoke, se veut rassurant. Donc les travaux physiques de curage de drains, de leur calibrage sont en train d'être faits. Le projet d'assainissement est en cours. Et sur les 50 km linéaires de drains, nous commençons déjà à dépasser 50% qui sont déjà bétonnés, calibrés à travers tout notre réseau primaire de drains choisi. C'est un projet complexe qui va enrôler beaucoup d'argent, 4 milliards de francs CFA. Le quartier Makepe-Misoke, régulièrement victime de la fureur des eaux de pluie, affiche un visage peu reluisant. Les mares de boue enveloppent le sol. Les maisons, pour la plupart construites en matériaux provisoires, ont parfois du mal à résister aux fortes pluies. Même ce matin, comme il a plu la nuit, personne ne pouvait passer. Quand vous venez de petits pays, pour Makepe-Misoke, on ne pouvait pas parce que les eaux ont monté. Il faudrait donc, avec ce projet, nous avions l'espoir que nous allons bien vivre comme dans d'autres quartiers.
Douala Ville Durable, c'est le fruit d'un partenariat entre la communauté urbaine de Douala et le Fonds français pour l'environnement mondial. En bref, à présent, un incendie s'est déclaré en pleine nuit au domicile du chairman du SDF à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Sa cuisine a été complètement consumée par les flammes. Le chairman du SDF attribue cet incendie à une attaque de la part des séparatistes ambazoniens qui avaient promis des représailles à l'encontre du chairman si jamais il organisait la convention nationale du SDF. Il fonde son argumentaire sur la découverte d'un bidon d'essence à côté de sa cuisine. Les forces de sécurité se sont mobilisées. Une enquête a été ouverte par les autorités du côté de Bamenda. Des voix s'élèvent à Olembe pour revendiquer le paiement des indemnisations relatives à ce projet de construction du nouveau stade baptisé Stade Paul Biya. Le gouverneur de la région du centre y présidait une réunion pour la réhabilitation des voiries devant permettre un accès facile à ce stade. Des précisions avec Marcelin Gansop dans ce reportage. Des autochtones qui maudissent le stade Paul Biya en construction au quartier Olembe. C'est la surprise désagréable réservée au gouverneur de la région du centre. Construisez le stade, jouez votre match et on va voir comment vous allez gagner. Et un autre autochtone d'enfoncer le clou en perçant l'abcès qui fait mal. Vous n'avez pas tellement donné qu'il attend, moi il serait pas long. Nous attendons les indemnisations pour le stade. On nous a promis, les gens ne font que mourir. Les gens qui devaient manger cet argent ne font que mourir. Ne partez pas d'ici en croyant que nous ne sommes pas derrière le président. Mais au département donné qu'il attend maintenant aussi manger avant de mourir. Arrivé à la tête de la région il y a moins d'un an, Naziri Paul Biya s'en remet aux éclairages du délégué régional des affaires foncières. C'est alors que l'on apprend que les propriétaires des terrains sur lesquels est bâti le stade Olembe ont été indemnisés depuis fort longtemps. Les populations qui ont donné le terrain où se trouve le stade ont été indemnisés. Mais il peut y avoir des erreurs. Mais s'il y a les gens qui n'ont pas été indemnisés, ils doivent faire les requêtes et vous les déposer auprès du gouverneur de la région du centre. Ce que contestent une fois de plus les riverains. S'ils ont indemnisé, s'ils ont payé les pieds de cacao ou bien les pieds de manioc, ils ont dit qu'ils ont indemnisé. Ils n'ont rien donné. Vous prenez 200 hectares aux gens. On n'a même pas là où mettre un grain de maïs à terre. Nous sommes égarés dans un océan ou bien dans un désert sans boussole. Malgré ces contestations, le gouverneur de la région du centre, qui était à la tête d'une forte délégation composée des autorités administratives, municipales et traditionnelles, a déroulé l'objet de sa présence à Olembe 1. Le ministre des Domaines et du Cadastre des Affaires foncières a pris un arrêté de déclaration publique réhabilitant certains tronçons devant desservir le stade Olembe. Donc nous partons du petit marché Fougerolles jusqu'à l'abattoir. Ensuite, nous partons de Nkolombo jusqu'aux logements sociaux de l'Olembe 2. Nous partons de Tinga Village jusqu'au carrefour 100 du côté de Soa et Tinga Village, Nkozwa, sortie collège Péniel. Donc toutes les populations qui se trouvent, qui sont riveraines de ces routes sont concernées. 8 villages situés dans les arrondissements de Soa, de Yaoundé 1er et de Yaoundé 5 sont concernés par ces travaux qui vont commencer incessamment. Elles doivent apprêter premièrement les photocopies des cartes d'identité. Celles qui sont propriétaires des titres fonciers, elles doivent apprêter les photocopies de ces titres fonciers pour lorsque le dossier est en cours d'immatriculation, qu'elle apporte le dossier souche. La commission de constat et d'évaluation a effectivement commencé le recensement des biens des personnes qui seront indemnisées. Le gouverneur leur a donné 2 semaines jusqu'à la mi-mars pour boucler les travaux afin que la réhabilitation des tronçons concernés soit enclenchée. Des travaux routiers qui doivent être livrés en même temps que le stade d'Olembe. Le temps presse et il faut faire vite. Ce sempiternel problème des indemnisations se pose avec acuité sur presque tous les projets structurants en cours de réalisation au Cameroun. Professeur Maurice Kamto, vous également avez suivi ce reportage réalisé sur le site d'Olembe où les populations bloquent les travaux relatifs à la construction des voiries devant desservir ce stade attendu pour la CAN 2019 et les indemnisations qui ne sont pas toujours
disponibles. Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous? Premièrement, je pense que les projets ne sont pas bien étudiés. Parce que lorsque les projets sont bien étudiés et les lieux de réalisation des projets identifiés, on procède, et c'est la loi qui le dit, en tout cas la législation camerounaise qui le prévoit, à une juste et préalable indemnisation. On n'indemnise pas après avoir démarré les travaux, premièrement. Et deuxièmement, si je suis le reportage que vous venez de faire passer, cela veut dire qu'on réalise simplement que certaines voiries doivent être construites ou réhabilitées et donc probablement élargies pour la desserte du stade. Cela veut dire donc que dès le départ, on n'a pas intégré ces voies de desserte dans l'étude du projet de stade. C'est pour cela que je dis c'est un problème de défaut d'études, d'insuffisance dans les études et qui affecte en fait tout ce qu'on a appelé les grandes réalisations ou les grands projets ou les grandes réalisations qui ne sont pas encore réalisées, mais enfin, peu importe. Donc ça, il y a d'abord cela. Ensuite, il y a l'incurie de la plupart des agents fonctionnaires de tous les niveaux qui sont dans la chaîne de l'indemnisation et de la réalisation de ces projets. Vous avez entendu les populations se plaindre qu'on leur avait promis l'indemnisation, mais nous avons eu cela avec le port en eau profonde de Kribi et avec d'autres projets. C'est la même rengaine. Cela veut donc dire que, au fond, les budgets alloués à l'indemnisation des populations n'arrivent pas aux populations. Et il faut toujours rattraper en cours de route. Et finalement, on ne sait pas combien coûte l'indemnisation d'un projet au Cameroun. Troisièmement, il me semble qu'il faut clarifier les choses. Lorsque le gouvernement veut entreprendre un projet, je pense que, et cela est en conformité avec la législation foncière, il doit y avoir une période de publicité sur le lieu de la réalisation et pour que tous ceux qui ont effectivement des doléances à formuler, les formulent. Ça, c'est d'ailleurs dans la phase d'étude, ce n'est pas lorsqu'on réalise. Et donc, tous les ayants droit et tous ceux qui peuvent prétendre à des indemnisations s'expriment à ce moment-là. Les commissions descendent sur le terrain, les identifient, et à partir de ce moment-là, le gouvernement arrête le budget de l'indemnisation. Mais ce n'est pas quand on a lancé les projets. Vous voyez dans votre reportage, on montre le stade déjà en construction. Et on nous dit, on est en train de vouloir indemniser les gens pour les voiries. Donc il y a un vrai problème, et cela participe, je termine par là, justement, de la preuve de l'incompétence manifeste du gouvernement actuel. Ils ne sont pas compétents, il faut le dire. Je regrette. Autre crise majeure que connaît le Cameroun, c'est la crise anglophone. On en parlait au cours de ce journal. 2 ans après la répression des enseignants et les avocats d'expression anglaise, cette crise a pris les allures d'une guerre contre les séparatistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a des enlèvements des autorités administratives, des attaques perpétrées contre des gendarmes, mais aussi la situation humanitaire qui se dégrade pour les populations. Comment analysez-vous les mutations observées sur le théâtre de cette crise anglophone? C'est la même chose. C'est le manque de volonté du gouvernement, le mépris pour la population, pour les revendications des populations, et ensuite, je reviens au mot que j'ai utilisé tout à l'heure, à l'incompétence dans la gestion des affaires publiques. Quand on demande aux Camerounais le mandat d'assumer les responsabilités les plus élevées, on a le devoir d'apporter les solutions qu'il faut aux problèmes qui se posent au pays et aux problèmes que posent les mêmes populations. Le président de la République estime qu'il était important de sécuriser ces régions dans un premier temps, et ensuite il a dit que la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme va s'attaquer au nœud du problème. Écoutez, vous rappelez là, bon, c'est la rengaine gouvernementale, vous êtes dans votre rôle de journaliste, mais si vous enleviez un tant soit peu votre casquette de journaliste et regardiez les choses comme un simple citoyen, je ne parle pas de militant, de quoi que ce soit, comme un simple citoyen, vous constaterez avec moi qu'il y a eu une gestion en dépit du bon sens de ce dossier, pour ne pas dire qu'il y a eu absence de gestion. Tenez, vous me dites, on a nommé une commission de promotion du bilinguisme. Ensuite, on veut sécuriser pour que cette commission puisse faire son travail. Mais comment en est-on arrivé là? Un petit saut en arrière nous montre que lorsque cette revendication s'est formulée vers la fin de l'année 2016,
on en était encore à des revendications catégorielles. C'était les enseignants d'une part et les avocats d'autre part. Et que ces revendications sectorielles, si elles avaient été prises en main par les instances gouvernementales en charge de ces secteurs et correctement, je pense qu'on aurait pu éteindre justement la crise de cet instant. Entre le ministère de l'enseignement supérieur. Ces rencontres sont intervenues quand enseignants. Si vous ne respectez pas la chronologie dans la crise anglophone, vous ne comprenez pas pourquoi on en est arrivé à la situation où on est aujourd'hui. Souvenez-vous que les rencontres commencent à avoir lieu alors même qu'on a déjà commis, il faut le dire, ce que l'on appelle des actes de torture au terme de la Convention contre la torture, c'est-à-dire aller chercher des étudiantes à Boya de leur résidence pour les rouler dans la boue, dans la fange et les forcer à boire de l'eau souillée. Ensuite, il y a eu la montée de la violence avec les premières tueries. C'est là qu'on met en place la commission. Et en tout état de cause, peu importe, il ne faut pas dire oui parce qu'au début c'était des revendications catégorielles, on s'en tient à cela. On résout les crises telles qu'elles se présentent. Aujourd'hui, la crise porte sur la forme de l'État. Et que cela ne nous plaise ou pas, c'est le cœur du problème. Justement. Nous devons discuter de la forme de l'État au Cameroun. Nous avons fait des propositions, si vous me permettez une seconde, à l'époque, lorsque la crise n'avait pas atteint le niveau qu'elle a atteint aujourd'hui, en disant, le président de la République aurait dû se rendre dans les régions anglophones. C'est le rôle d'un chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il a envoyé le Premier ministre et les élites de cette région-là. Que faisait-il lui-même? Vous me dites qu'il a envoyé, c'est ça la question. Vous êtes accoutumé au Cameroun à ce que le président de la République n'assume pas ses responsabilités et qu'on dise qu'il a envoyé quelqu'un d'autre. S'il ne peut pas les assumer, il est temps qu'il se rende compte qu'il ne peut plus diriger le Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faute de se rendre dans les régions anglophones, il envoie justement des personnalités qui sont rejetés par la population anglophone. Il faut quand même que nous ouvrions nos yeux sur la réalité. Et donc nous disons au MRC, nous proposons que le président de la République constitue une délégation de type politique avec des personnalités de la société civile, des personnalités du monde religieux, des autorités traditionnelles pour aller porter un message de paix, des autorités venant de toutes les régions du pays, parce que nous sommes en Afrique et nous savons qu'un messager de la paix n'est jamais foutu à la porte. Et il ne l'a pas fait. Et derrière cela, le dialogue est ouvert depuis plusieurs années. Si derrière cela, depuis combien d'années, avec qui? C'est quel dialogue? Où est le lieu du dialogue? Pouvez-vous me dire où ce dialogue se tient? Et avec qui? Donc si derrière cela, il avait ouvert un dialogue sincère, en invitant à la table ceux qui posaient des revendications, nous n'allons pas sortir de la crise anglophone si nous ne prenons pas la crise au niveau où elle est rendue aujourd'hui. Justement, il y a au sein de la classe politique des leaders qui estiment qu'il faut mettre sur pied le fédéralisme, qui est la seule solution politique pour apaiser et éteindre les braises ardentes de la crise anglophone. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai toujours dit ceci. Notre position est constante. Il n'y a que la sécession qui n'est pas sur la table. La sécession, on n'en parle pas. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas une option possible. Nous nous sommes battus, que ça plaise à certains ou pas. Nous nous sommes battus au Cameroun pour que ce pays reste entier. Et qu'aucune partie de notre pays n'aille ailleurs. Ce n'est pas maintenant que nous allons pouvoir envisager une seule seconde la possibilité que l'on puisse faire la partition du Cameroun. Et sur le une fois qu'on a mis cela hors du jeu, toutes les options sont sur la table. Et moi, en tant que dirigeant d'un parti politique, si mon parti fait de moi son candidat demain, et comme je l'espère, les Camerounais me font confiance, ma responsabilité est d'amener tous les acteurs autour de la table pour discuter de la meilleure solution possible, c'est-à-dire de la meilleure forme de notre État. Il fut un temps où j'ai défendu becs et ongles l'idée que la décentralisation telle que prévue dans la Constitution de 1996 pouvait être la réforme adéquate, la réponse adéquate. On voit bien aujourd'hui qu'on a dépassé ce niveau-là. Alors, quelle est votre vision aujourd'hui, concrètement, sur cette crise-là? J'y viens et je vais vous en parler. Et donc, je suis dans une posture où, si je dois diriger le Cameroun demain, je n'ai pas à donner ma position. Ma position, c'est d'organiser le dialogue maintenant. Parce que c'est de ce dialogue que va sortir la meilleure solution possible pour le pays. Si je vous dis que je défends le fédéralisme, personne ne sait
ce que j'ai dans la tête ou dans le cœur. Mais si je vous dis que je défends le fédéralisme, je ferme d'emblée la porte à la possibilité de débat avec ceux qui sont favorables à la décentralisation. Si je dis que je défends la décentralisation, mes compatriotes anglophones et qui sont nombreux aujourd'hui à revendiquer le fédéralisme considéreront qu'on les a exclus du jeu. Officielle du MRC sur la forme de l'État. La position officielle du MRC, c'est que c'est le dialogue qui va permettre de sortir la forme de l'État qui est adéquate. Si nous n'étions pas un parti qui aspire à diriger le pays, je vous donnerai ma position, parce qu'à ce moment-là, je ne cours aucun risque. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui veut diriger le pays dise par anticipation quelle est sa position et qu'il convoque un dialogue? Justement, ça n'a pas de sens. C'est du dialogue qui va sortir. J'ai dit, le débat sur la forme de l'État est ouvert. Donc, tout est sur la table. Les Camerounais débattront. Et je suis sûr qu'ils sont assez intelligents et assez sages pour sortir la meilleure forme. Dans la perspective de cette élection présidentielle très attendue cette année 2018, vous avez engagé des concertations avec des leaders politiques, avec des Camerounais résidant à l'étranger. Quelles sont les premières retombées de ces concertations, de ces rencontres que vous avez initiées? Merci. Je ne vous dirai pas les retombées ce soir parce que les concertations se poursuivent. Et vous avez vu que depuis, je ne fais pas de communiqué après chaque concertation. C'est parce que je voudrais aller jusqu'au bout des concertations et rendre public, informer les Camerounais du résultat de mes concertations. Peut-être que ces résultats seront décevants. C'est une possibilité. Mais peut-être qu'il y aura une belle surprise. Soyez un peu patients. Je poursuis ces consultations. C'est de créer une coalition. Autour de moi, oui. Si je suis le candidat de mon parti, je voudrais que ce soit autour, en tout cas, du candidat du MRC. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus à un niveau où il faut que l'on se parle franchement. Lorsque vous voulez faire une coalition, il y a un certain nombre de questions simples qu'il faut se poser. Lesquelles? Dans la coalition, qui sont ceux qui tiennent le terrain? Si vous ne répondez pas à cette question, vous pouvez faire toutes les coalitions qu'il faut ou que vous voulez, ça ne donnera rien. Comprenez-moi bien, je distingue la coalition du candidat unique de l'opposition, dont on n'en parle pas, parce que c'est un faux problème. À l'occasion de chaque élection, on dit si l'opposition n'a pas un candidat unique, elle va échouer. En fait, c'est signer d'emblée l'échec de l'opposition, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de candidat unique. Puisque même si l'opposition parvenait à un candidat unique, le pouvoir susciterait d'autres candidats pour qu'il n'y ait pas de candidat unique. Donc on ne parle pas de candidat unique. Et de toute façon, si on dit que Foundi a gagné en 1992, mais il n'y avait pas de candidat unique de l'opposition. Je vous rappelle qu'il était candidat, que l'UNDP avait un candidat. Et vous avez soutenu cette candidature? Je l'ai soutenu en 92. Donc, si vous permettez que je termine simplement en disant qu'est-ce que j'attends, c'est qu'on constitue une plateforme qui ne devrait pas, à notre sens, s'arrêter à la présidentielle. Ça doit s'étendre aux législatives et aux municipales. Nous voulons demain, non seulement que l'opposition contrôle l'exécutif, mais qu'il contrôle le Parlement avec une coalition majoritaire, donc avec des partis politiques, pour que nous avons suffisamment critiqué d'ailleurs la majorité obèse du RDPC, qui croit que tant qu'ils n'ont pas les 180 députés, ils ne peuvent pas gouverner. Nous voulons demain partager avec les autres partis politiques de l'opposition pour avoir une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Parlons justement de cette coalition-là. Vous avez soutenu en 1992 la candidature de John Foundi à l'élection présidentielle, et en 2018, le SDF a choisi d'investir un autre candidat, Joshua aussi, pour être le porte-étendard du SDF. Oui. Comment appréciez-vous ces changements observés au sein de ce parti politique? Je n'ai pas apprécié. Chaque parti politique est libre, à travers ses structures, de désigner qui est-ce qu'il croit à un moment donné être son porte-drapeau, être celui qui présente les meilleures chances pour permettre à ce parti d'atteindre ses objectifs. J'en prends acte. Et Joshua aussi, vous travaillerez avec le candidat SDF à l'élection présidentielle dans une perspective de coalition, professeur Maurice Kamto? Je n'ai pas de raison de ne pas aller vers quelque candidat que ce soit, si ça peut effectivement déboucher vers une coalition autour d'une candidature que nous croyons solide, appuyée sur un appareil politique solide, parce qu'implanté sur l'ensemble du territoire national, personne n'en doute aujourd'hui, même ceux qui nous regardaient de manière oblique aujourd'hui ne le font plus. Et nous pensons que si nous sommes sincères
dans la volonté de changement, parce que c'est cela qui nous amène à soutenir la candidature de Froundi en 92, c'était la volonté de changement exprimée massivement par le peuple camerounais. Si nous sommes sincères dans cette démarche, nous devons intégrer ces éléments et dire voilà le candidat, ou voilà la formation politique qui présente un candidat autour duquel on peut effectivement s'organiser pour obtenir le changement après lequel notre peuple court depuis 1992. Je vous signale que lorsque j'ai rencontré le SDF, puisque j'ai rencontré le secrétaire général du SDF à la demande des structures dirigeantes du SDF... Quelle a été la teneur de vos échanges? De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous dirai pas le résultat de nos échanges. Je voulais simplement vous dire que la démarche est engagée et ils ont dit que dans un deuxième temps, puisque je crois qu'ils avaient également leur congrès en préparation, le président du SDF, effectivement, les avait envoyés en mission exploratoire et qu'après on devait se rencontrer à nouveau. Et je pense donc le fait même qu'ils aient désigné un candidat crée les conditions pour que l'on se rencontre et poursuive justement la discussion qui a été engagée. Justement, il y a un journal d'expression anglaise, de Guardian Post, qui s'est interrogé sur qui dirigera une coalition à Keremuna, Kamto, Joshua aussi, face au régime Biya. Vous répondez à cette interrogation? C'est pas à moi d'y répondre. Ce que je sais, c'est que les Camerounais veulent d'une coalition, d'un certain nombre de formations politiques. Ce que je peux vous dire, c'est que nous y travaillons activement jour et nuit. Nous présenterons aux Camerounais le moment venu le résultat auquel nous sommes parvenus. Si nous sommes parvenus à convaincre un certain nombre de formations politiques qu'on peut faire chemin ensemble, tant mieux. Si nous ne parvenons pas, le MRC présentera un candidat aux prochaines élections et y compris donc naturellement à l'élection présidentielle. Je vous invite à présent à commenter l'actualité internationale. Professeur Maurice Kamto, vous étiez à la Cour internationale de... Vous défendez depuis près d'un an et un peu plus l'État de la Guinée équatoriale contre la France dans une affaire de biens mal acquis. Vous y étiez il y a quelques semaines pour des plaidoiries. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence de vos plaidoiries et où en est-on avec cette affaire? D'abord, je vais vous dire et redire ce que j'ai dit chez un de vos confrères il y a un an, lorsque nous étions encore dans la phase des mesures conservatoires dans cette affaire. Ce n'est pas l'affaire des biens mal acquis. L'affaire des biens mal acquis a lieu devant les juridictions pénales françaises. Et ce, depuis 2007. Et je ne suis pas du tout avocat dans ces procédures. De quelle affaire il s'agit dans laquelle vous intervenez? C'est l'affaire des immunités et des procédures pénales. Voilà le titre exact de l'affaire telle que vous pouvez la trouver sur le site de la Cour. Immunité pourquoi? Immunité du vice-président de la Guinée équatoriale, immunité de l'immeuble abritant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France. C'est d'ailleurs le volet dont je m'occupe plus particulièrement. Et ce que nous avons fait jusqu'à présent dans cette procédure, c'est d'abord de demander des mesures conservatoires, parce que dès lors que l'immeuble abritant les locaux de l'ambassade de la Guinée équatoriale à Paris avait fait l'objet d'une saisie pénale, dans le cadre des procédures devant les juridictions françaises, il y avait lieu de craindre que l'on puisse procéder à la vente de l'immeuble. Et ce serait contraire à toutes les conventions internationales de voir que non seulement on a saisi l'immeuble abritant les locaux d'une mission, mais qu'on l'a mis et dont l'ambassade se serait trouvée à la rue. Nous avons donc demandé des mesures conservatoires. La Cour internationale de justice nous a en tout cas accordé à la Guinée équatoriale ces mesures conservatoires. Ensuite, la partie française a soulevé ce qu'on appelle des exceptions préliminaires de compétence de la Cour, en disant que la Cour n'est pas compétente pour connaître de cette affaire. Et c'est ce qui a donné lieu à la phase récente que nous venons de plaider à la Haye au nom et pour le compte de la République de Guinée équatoriale. Nous avons essayé de démontrer pourquoi la Guinée équatoriale croit que la Cour est compétente dans cette affaire et nous attendons que la Cour rende son arrêt dans les 4 ou 6 mois qui viennent à ce sujet. Dans le commun des Camerounais, ces deux affaires ne peuvent pas être dissociées en raison, bien sûr, des conditions de vie des populations en Guinée équatoriale. Vous défendez l'État de la Guinée qui est incarné par un président qui a aussi une longévité au pouvoir, dont le fils est vice-président. Est-ce que vous entendez ces critiques qui vous sont formulées, vous qui êtes opposant au Cameroun, à un régime qui a les mêmes similitudes que celui de la Guinée équatoriale?
voulez-vous dire que les Camerounais seraient d'accord que s'il y avait des procédures en France qui conduisent à la saisie de l'immeuble abritant les locaux de l'ambassade du Cameroun, je ne devrais rien faire parce que je suis contre le régime ou le pouvoir en place? C'est de cela qu'il s'agit, cher monsieur. Et si la presse veut entretenir la confusion là-dessus, parce que ça plaît à quelques-uns, libre à la presse de le faire. Mais j'ai été assez clair. Dans la procédure devant la Cour internationale de justice, c'est une procédure entre deux États. Je crois qu'il ne vous a pas échappé qu'il s'agit d'un côté de la Guinée équatoriale et de l'autre la République française. Dans les procédures qui ont lieu devant les juridictions françaises, il s'agit d'une procédure pour bien mal acquis visant des personnes physiques identifiées. Et des personnes physiques qui sont par ailleurs vice-présidents de la République de la Guinée équatoriale. Et alors est-ce que parce qu'au Cameroun, on nomme quelqu'un que peut-être on n'apprécie pas à une position donnée, que ce Camerounais n'a plus le droit à la protection que lui offrent les règles internationales? C'est de cela dont il est question. Ce n'est pas moi, ni la Guinée équatoriale, qui a créé les règles à la fois du droit international coutumier et des conventions internationales qui protègent ce qu'on appelle les personnalités de haut rang dans un pays. Le droit international coutumier dit qu'on droit à l'immunité. Si je voulais utiliser une expression latine, on va dire ratione personae, c'est-à-dire à l'immunité personnelle. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et d'autres personnalités que la jurisprudence de la Cour n'énumère pas. Mais on voit bien que dans la pratique de nombreux États, ces immunités ont été étendues, y compris parfois à un ministre de la Défense et autres. Donc, vous estimez que, parce que on n'aime pas le régime qui est en place en Guinée équatoriale, ou qu'on leur ferait des griefs, un vice-président équato-guinéen n'a pas droit à la protection que lui offre le droit international. Je suis d'avis contraire. Et moi, je suis juriste internationaliste, et c'est ce que j'essaye de faire obtenir, ou en tout cas nous, de l'équipe de Guinée équatoriale, nous essayons de faire obtenir devant la Cour, c'est-à-dire l'application du droit international. Savez-vous, monsieur, que si, poursuivons votre raisonnement jusqu'au bout, si on voulait poursuivre ce jeu jusqu'au bout, on se poserait la question. Pourquoi, quelquefois, on a le sentiment de double standard par rapport à l'Afrique? De quel standard? Je veux dire, si on veut poursuivre des gens pour bien mal acquis, si on veut poursuivre des gens parce qu'on les soupçonnerait d'avoir distrait justement des biens appartenant à leur pays, je crois qu'il serait juste que cela s'applique à tous les dirigeants, d'où qu'ils viennent. Vous estimez qu'il y a je peux constater des que ça visées politiques concernant cette saisie des biens appartenant à l'État de la Guinée équatoriale? Ça n'est pas ce que j'ai dit. Je constate simplement, comme nous pouvons d'ailleurs, vous et moi, faire le même constat à propos, par exemple, de la Cour pénale internationale, que quand les Africains se plaignent, c'est parce que la Cour pénale internationale, par exemple, pour faire un parallèle, est devenue une cour africaine, c'est-à-dire ne juge que les Africains. Même si une bonne partie des affaires devant la Cour ont été portées devant la Cour par les États africains, il n'empêche quand même qu'il y a d'autres affaires qui ne sont pas le fait d'États africains. Ce que je veux dire simplement, c'est que quelquefois, on est quelque peu gêné parce que on a l'impression que les standards ne sont pas exactement les mêmes. Restons dans les couloirs de la justice. Vous avez été ministre délégué à la justice au Cameroun pendant plus de 6 ans. Et aujourd'hui, il y a un débat qui ressurgit. Celui d'une note ministérielle attribuée au garde des Sceaux qui demande aux différents juges de lui soumettre leurs décisions avant de les rendre publiques. Et le journal Le Messager ce matin estime que cela montre que la justice est mise sous tutelle des gardes des Sceaux. Quel est votre avis sur ce débat? Je dois vous dire que je n'ai pas vu le document du ministre de la Justice en question. Si le Messager en parle, c'est probablement donc qu'ils ont eu le document. Si c'est vrai, c'est gravissime. Parce que l'on puisse de temps en temps soupçonner qu'il peut y avoir une influence de la chancellerie, c'est-à-dire du ministère de la Justice sur certaines décisions, c'est une chose. Mais écrire cela, formellement, matérialiser cela par une correspondance aux juridictions, cela veut dire qu'on a passé toutes les limites. Si c'est vrai, parce que, encore une fois, je vous dis, je n'ai pas vu cette lettre. Mais si elle existe, c'est absolument grave. Et je pense que ce serait suffisamment grave pour que
non seulement nous nous y intéressions de plus près, mais peut-être même que le Parlement, justement, interpelle les responsables gouvernementaux en charge de ce secteur-là, dans le cadre des questions orales ou des questions au gouvernement, parce que ça mérite des clarifications. Si une telle information est vraie, c'est extrêmement grave. Nous savions que l'indépendance, ce mot qui est si cher aux praticiens du droit, qu'ils soient du côté de la magistrature ou du côté de l'avocature, que l'indépendance de la magistrature n'est pas toujours acquise, mais quand même, on pensait qu'on pouvait de temps en temps laisser le juge avec sa conscience et la loi, comme l'on dit, c'est dans le statut de la magistrature. Parce qu'on dit que le magistrat n'obéit qu'à la loi et à sa conscience. Mais s'il y a une conscience tierce, s'il y a une autorité tierce qui peut interférer de telle manière que vous le décrivez, c'est-à-dire de façon aussi manifeste, explicite par une correspondance, je pense que cela mérite l'attention des autres institutions de la République. Et en tout cas, il y a de quoi faire... comment dirais-je, de quoi créer des soucis réels au sein de l'opinion. Vous êtes juriste internationaliste également, vous suivez le tribunal criminel spécial qui a été créé au Cameroun pour poursuivre ces détourneurs de fonds publics. Également, il y a des dispositions qui ont été mises en place pour la restitution du corps de délit, près de 5 ans après la mise en place du TCS. Quel bilan faites-vous de cette juridiction et de la lutte contre la corruption? Je ne suis pas en mesure de faire un bilan parce que je n'ai pas, premièrement, les statistiques de toutes les affaires qui ont été portées devant le TCS. Je n'ai pas un montant consolidé de l'ensemble des sommes qui faisaient l'objet justement de poursuites, en tout cas dont on a légué le détournement ou la distraction par les personnes poursuivies. Parce qu'il faudrait avoir ces chiffres-là pour voir ensuite. Et troisièmement, je n'ai pas les chiffres sur ce que l'État a pu rentrer jusqu'à présent parce que nous ne sommes pas informés des montants qui ont été effectivement recouvrés. Et donc, c'est d'abord par là que nous devons commencer, et surtout vous de la presse, interpeller le gouvernement. Dites-nous, donnez le bilan, parce que nous ensuite, nous sommes dépendants de ce que dit le gouvernement pour pouvoir réagir. Il y a un certain nombre de personnalités qui ont été mises en prison au motif qu'elles auraient effectivement détourné des biens publics, elles auraient été corrompues. Ça portait sur quel montant? Vous savez qu'il y a des gens qui au départ étaient poursuivis pour des centaines de milliards ou cinquantaines de milliards ou des dizaines de milliards, et tout cela s'est réduit en peau de chagrin au point où je crois qu'il y a un des ministres en prison à qui on reprochait des dizaines de milliards et qui s'est retrouvé avec 15 millions qu'on lui reprochait, 15 millions de francs CFA. Vous imaginez? Et donc, avec tout cela, on ne peut pas faire un bilan. Ce que l'on peut noter, en revanche, c'est que la corruption ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui dans nos pays. Comment expliquer cela, malgré la présence de l'ANIF, la commission anticorruption, ce TCS qui est également mis en place, des juridictions comme qui existent également, le contrôle supérieur de l'État? Comment expliquer que la corruption continue de gangréner les usages? Parce que je crois qu'on n'a pas pris l'affaire par le bon bout. Il nous semble qu'une lutte efficace contre la corruption exige premièrement que les fonctionnaires des administrations que l'on considère généralement comme les plus corrompues ne restent pas en place pendant longtemps. Il y a une époque où les magistrats et d'autres fonctionnaires ne restaient pas en place plus de 3 ans. Donc il faut les tourner pour qu'ils n'aient pas le temps justement d'être tentés ou d'installer des réseaux de corruption. La deuxième chose, c'est que il faut être absolument ferme. On doit avoir la main ferme en matière de sanctions, de répression. Et donc non seulement vous interpellez les gens après avoir bien monté les dossiers, parce qu'il ne faut pas partir justement sur des informations et des rumeurs, interpeller les gens et les détenir injustement en prison. Je vois par exemple, quand on regarde le dossier, enfin quand on entend parler de certains dossiers comme celui par exemple de l'ancien ministre d'État Marafa, ou même de l'ancien ministre d'État Jean-Marie Atang-Mbara, en faveur de qui on a prononcé une décision de relax, et on l'a maintenu en prison pour le lendemain démarrer une nouvelle procédure qui permet de le garder en prison. Tout cela ne fait pas sérieux. Vous prenez le cas du ministre d'État Marafa. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces dossiers. Je n'ai jamais été mêlé à aucun de ces dossiers dont je ne connais pas le contenu, mais je sais au moins une chose. C'est qu'il y a une décision d'instance internationale qui
disent effectivement que son dossier est vide et qu'il est aujourd'hui considéré comme un prisonnier politique. Je parle d'une décision des instances onusiennes des Nations Unies, devant lesquelles le gouvernement soumet des rapports chaque année. Et donc si, justement, une instance comme celle-là vous dit, vous détenez injustement telle personnalité, il est temps, justement, qu'on reconsidère son cas et qu'on le mette en liberté. Je termine donc en disant, la troisième chose, c'est que lorsque vous interpellez les gens, vous ne pouvez pas continuer à leur laisser la possibilité de jouir des biens qu'ils ont détournés. Il faut donc les saisir. Il faut les mettre sous séquestre. Enfin, il y a toutes sortes de formules pour que ces biens ne soient pas mis à la disposition de ceux qui en ont profité. Merci, professeur Maurice Kamto. Je précise que vous êtes le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision, juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social, présentée par Flavien Valodongo. Bonne soirée sous cette même antenne. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'attitude répressive des pouvoirs publics continue de susciter un tollé de réactions. Au Cameroun, être emprisonné pour avoir revendiqué pacifiquement ses droits, le sort réservé aux enseignants grévistes, est perçu selon l'opposition comme l'incapacité des pouvoirs publics à apporter des solutions aux causes des multiples crises que connaît le Cameroun. Une session parlementaire historique s'ouvre dès demain avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Les 11 sages doivent prêter serment devant le Parlement, mais l'agenda sociopolitique pourrait imposer durant cette session parlementaire de nombreux enjeux qui cristallisent déjà l'attention des Camerounais pour analyser et décrypter la situation sociopolitique du Cameroun avec ses multiples crises. L'invité politique du 20h est le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, est en direct dans ce journal. Vous le suivrez dès l'ouverture du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une session parlementaire historique qui s'ouvre dès demain avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Les 11 sages doivent prêter serment devant le Parlement, mais l'on note déjà que le climat sociopolitique pourrait imposer un agenda aux parlementaires, sénateurs et députés entre des projets de loi très attendus sur l'accélération de la décentralisation, mais aussi les sénatoriales qui doivent se tenir vers la fin du mois de mars 2018. Les enjeux de cette session parlementaire décryptés dans ce reportage de Guy Zogo et Emmanuel Diop. C'est une session historique de mars 2018 qui s'ouvre dans peu à l'Assemblée nationale du Cameroun. Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 janvier 1996, le Parlement camerounais se réunira en congrès pour la prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel. Une instance du Parlement camerounais dont le bureau est assuré par le président de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ce rendez-vous majeur avec les juges constitutionnels, l'Assemblée nationale, avec cette session, rentrera dans la dernière ligne droite conduisant vers la fin de la mandature des élus du peuple de la Chambre basse. En règle générale, cette période est souvent marquée par l'attentisme des parlementaires dont les préoccupations sont souvent portées sur les interrogations au sujet de leur réélection. Il n'y a donc pas à s'attendre à ce qu'il y ait des coups d'éclat comme en novembre 2017 lorsque le gouvernement avait été mis à rude épreuve par le SDF. Néanmoins, quelques échos pourraient en sortir si la présidence du Sénat venait à changer de main ou encore si Paul Biya optait pour un remaniement ministériel dans la perspective de remobiliser ses troupes avant les échéances électorales annoncées. Une session parlementaire historique qui s'ouvre dès demain avec
l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Et pour commenter cette actualité, je reçois sur ce plateau le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous avez suivi quelques enjeux qui ont été évoqués pour cette session parlementaire qui s'ouvre dès demain. C'est la toute première de l'année 2018 avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Vous avez suivi la nomination de ces 11 membres. Est-ce que vous en êtes satisfait? D'abord, je ne sais pas si la satisfaction porterait sur la mise en place du Conseil constitutionnel ou sur les membres qui composent le Conseil constitutionnel. Pour ce qui est de la mise en place, c'est donc de la nomination enfin des membres de cette instance qui est prévue par la Constitution de 1996 et donc que l'on attend depuis presque 22 ans. On peut se demander pourquoi maintenant. Mais peut-être mieux vaut tard que jamais. Dans tous les cas, on ne peut pas ne pas être tenté d'y voir quelques calculs politiques ou politiciens. Le plus important, c'est de savoir ce que le Conseil sera en mesure de faire. Et donc, quand vous demandez si on est satisfait, si c'est par rapport aux membres, je dirais qu'il y a là des juristes, des universitaires, donc la spécialité en droit constitutionnel est connue, et donc a priori on peut dire qu'ils feront un travail à la hauteur de ce qu'on peut en attendre, mais il ne faut pas se hâter. Et j'ai entendu parler des 11 sages. Vous mettez des réserves? C'est le travail effectué par le Conseil constitutionnel qui nous permettra de dire s'ils sont des sages ou pas, s'ils ont agi avec sagesse ou pas. Il y a là, ai-je dit, des universitaires connus, mais il y a là aussi des gens qui ont un passé qui nous préoccupe éminemment parce qu'ils ont un passé de fossoyeurs des élections connus au Cameroun. Et donc le fait qu'ils soient au sein de ce Conseil constitutionnel, parfois à des positions clés, est un vrai sujet de préoccupation pour nous. Justement, il y a la présidentielle qui pointe à l'horizon et dont vous êtes l'un des candidats. Est-ce que vous avez des attentes par rapport au rôle que ce Conseil constitutionnel doit jouer durant, bien sûr, pour veiller sur la régularité de ces élections-là? D'abord, je dois peut-être rectifier, mais je ne cesse de le faire sur les plateaux de télévision. Je ne suis pas encore candidat tant que je n'aurai pas été investi par mon parti politique. J'aspire, je suis candidat à la candidature au sein de mon parti politique. J'espère qu'à l'occasion de la convention de notre parti, convention qui se tient en session ordinaire en avril prochain, les 13, 14 et 15 avril, je pourrais compter sur la confiance de mes camarades du parti pour m'investir comme candidat du parti. Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Mais ce que l'on attend d'un Conseil constitutionnel, c'est qu'il veille au respect strict des lois prévues pour l'organisation des élections, c'est-à-dire le respect strict des règles du code électoral, avant, pendant et après les élections, puisqu'il est juge du contentieux électoral. Il y a une part du contentieux, notamment le contentieux préélectoral, qui relève des commissions départementales de supervision, mais il n'y a pas de coupure nette tranchée entre le contentieux préélectoral et le contentieux électoral. Certains aspects du contentieux préélectoral prouvant leurs conséquences et leur application dans le cadre des opérations électorales. Bref, on attend du Conseil constitutionnel qu'il soit le juge vigilant, gardien. Je me demande si nous avons encore un gouvernement dans notre pays. Car nous cessons de dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais qui c'est qui encadre la jeunesse? Qui c'est qui forme la jeunesse pour qu'elle, justement, soit ce fer de lance qui soit en mesure de frapper la cible? Ce sont les enseignants. Et voilà comment on les traite. Vous avez des enseignants qui, sortis de l'école, sont affectés dans des localités très reculées, par exemple de Yaoundé, où tout est concentré. Si un enseignant est à Koussery et doit être obligé de venir à Yaoundé pour suivre son salaire, qu'il ne perçoit pas, après 11 mois, après 2 ans, comment vit-il? Personne ne s'en occupe. Et dès lors qu'ils posent le problème, ils ont en retour quoi? La matraque et le cachot. Dans quel pays sommes-nous? Qui peut se satisfaire de cela?
Quand vous dites, selon l'opposition, le gouvernement fait une mauvaise gestion de la crise, non, c'est pas suivant l'opposition. Parce que les enseignants qui sont aujourd'hui embastillés, il y en a peut-être plus de 300, ne sont pas que de l'opposition. Ils sont de tous les partis. Ce sont simplement des Camerounais, des citoyens qui travaillent et qui méritent effectivement de percevoir leur salaire. Donc, il y a non seulement une gestion catastrophique de la crise, il y a un vrai mépris du gouvernement aujourd'hui pour tout ce qui est revendication sociale. Il y a un vrai mépris pour la jeunesse. Pour la jeunesse, estime qu'il apporte des solutions au fur et à mesure, compte tenu du contexte économique et les tensions de trésorerie qui sont souvent observées ici et là, qu'il faudrait aller au cas par cas pour mettre sur pied les réformes nécessaires pour une intégration complète à la fonction publique de ces enseignants-là. Comment appréciez-vous cette réaction du gouvernement? Je voulais dire qu'il y a un vrai mépris de la jeunesse qu'on essaye par ailleurs de caresser dans le sens du poil. Parce que si on aime cette jeunesse, on ne peut pas mépriser ceux qui les encadrent. Si on aime cette jeunesse, et parmi les enseignants, il y a de nombreux jeunes, on ne peut pas les traiter de cette façon. Quand des gens formulent des revendications, et que, comme je l'ai dit, vous avez vu le déploiement, n'est-ce pas, pas simplement du nombre de policiers, mais des outils, des engins qui ont été déployés contre des gens qui n'ont aucune arme. J'ai vu justement des engins de policiers, de véhicules de policiers avec à l'avant des choses comme des socs, n'est-ce pas, pour mater la manifestation. Alors, qu'attendez-vous d'une jeunesse comme celle-là? Alors, quand vous me dites, oui, il y a une situation avec une tension de trésorerie qui impose que l'on gère au cas par cas, mais c'est la faute de qui? Mais justement, ils sont incapables de gérer. Il est temps qu'ils se rendent compte qu'ils ne gèrent pas bien le pays et qu'ils laissent la place. C'est ce que nous leur disons. Et c'est pour cela que nous demandons aux Camerounais, donnez-leur une sortie honorable en les chassant par les urnes. Justement, pour que ce ne soit pas par d'autres moyens. Professeur Maurice Kamto, cette situation fait penser à celle qui est survenue en 2016 avec les enseignants et des avocats d'expression anglaise. Et juste après, il y a eu une radicalisation sur le théâtre de la crise anglophone. Est-ce que vous redoutez le même scénario? Moi, je ne vais pas faire des parallèles faciles. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a des crises à répétition dans un pays, ce n'est pas un signe de bonne santé politique, économique et sociale. Il y a donc un vrai malaise. Et un malaise qui aujourd'hui est multiforme parce que la crise anglophone, partie de revendications catégorielles, est devenue une crise politique profonde. Peut-être qu'on y reviendra au cours de cette émission. Je vous en prie. Elle est devenue une revendication politique sérieuse et que nous devons prendre avec tout le sérieux qui s'impose. Aujourd'hui, c'est une catégorie de travailleurs camerounais de la fonction publique qui s'appelle les enseignants. Mais il y en a d'autres, et bien d'autres, ils sont nombreux. Et je crains simplement qu'à force de traiter les choses de cette façon, qui est en fait une fuite en avant, quand un gouvernement est responsable et a des solutions aux réponses de ses citoyens ou de ses concitoyens, on ne répond pas par la force quand les gens justement manifestent les mains nues et dans la paix. Et donc, même si je ne veux pas faire le parallèle avec la crise anglophone, il est certain que si nous poursuivons de cette façon, on peut se retrouver sur une pente qui est absolument incontrôlable. Et donc personne, je ne suis pas prédicteur d'avenir et je ne veux pas, comment dirais-je, dire le malheur qui s'abattra sur le Cameroun, mais ceci n'est pas une façon de gérer un pays par un gouvernement responsable, à l'évidence non. Autre source de tension au Cameroun, ce sont les coupures intempestives d'électricité. Cependant, à Mandjo, depuis un mois, il n'y a pas de courant et pour cause, le transformateur électrique est tombé en panne. Les multiples démarches entreprises par les populations n'ont rien donné. Jusqu'ici, reportage Jacques Molon et Julienne Berthe-Bissaille. Ce poteau électrique allongé sur le sol est l'une des causes de l'absence de l'énergie électrique. Nous sommes à Mandjo, l'un des arrondissements du département du Mungo. Ici, les populations qui y vivent sont désemparées. Cela fait plusieurs semaines qu'elles sont sevrées du précieux sésame. Je suis dépassé, j'ai même honte. La pylône est tombée le 11 février. Jusqu'à nos jours, nous sommes dans l'obscurité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que le sous-préfet de Mandjo n'a pas fait? Le sous-préfet de Mandjo est parti de Mandjo pour Konsamba. Pas une fois, pas deux fois. Moi, je suis allé en Konsamba, on me trompe. Hier, j'ai passé toute la journée en Konsamba. Et on a dit que quelqu'un vient démonter ça pour aller mettre à Loum. Et celui de Loum va appeler Konsamba. J'ai été surpris que hier, jusqu'à 16h, et le transformateur est toujours là. À côté de ceci, cette même population vit avec la peur au ventre, surtout quand on sait
que les sans-foi-nilois aiment le noir. Pour quitter ici, aller à Bangui, on marche à pied. Nous avons peur. Ils peuvent venir quitter ici pour aller créer le désordre à Bangui. Ils viennent encore se cacher la nuit. On sait que qui est qui. Mais si rien ne fait d'ici lundi, vous allez entendre que Mandio a pris feu. La même peur ébranle les apprenants qui peinent à réviser leurs leçons. Ces élèves apprennent. Pas de lumière. Ils sont en train de composer. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le Cameroun? Ils apprennent avec quoi? Avec la lampe. Les enfants qui sont habitués à la lumière. Avec la lampe, ça affaiblit la vision. Ils vont apprendre quoi? Mandio n'est pas seul à vivre dans le noir. Plusieurs autres localités subissent le même sort sous le regard impuissant de la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique. Dans l'actualité, après le retour des premières pluies, des populations s'interrogent sur les projets d'aménagement des drains dans la capitale économique du Cameroun. Une convention avait été signée entre le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et l'Union européenne, l'Agence française de développement pour financer les travaux d'aménagement des drains à Makepe-Misoké dans le 5e arrondissement de Douala. Le délégué du gouvernement a tenu à faire le point. Les populations, elles, déplorent le fait que les travaux n'avancent pas au rythme souhaité. Et le docteur Fritz Ntoné a évoqué un certain nombre de pesanteurs pour justifier cet état des choses. Il a promis l'accélération des travaux dans les tout prochains mois. Parlons, je vous propose à présent donc de suivre ce reportage de Julingue Nyondé et Innocent Abega. La saison des pluies qui arrive à grands pas dans la ville de Douala crée à nouveau une psychose auprès des habitants du quartier Makepe-Misoké dans l'arrondissement de Douala 5e. Bien qu'en chantier, tel que l'avait annoncé l'autorité administrative, dans le but de curer les drains et limiter les risques d'inondation, les populations qui saluent la présence sur le terrain des gros engins de la communauté urbaine de Douala expriment tout de même leur doléance. Non, ici à Makepe-Misoké, nous avons toujours peur parce que même aujourd'hui, il y a eu un peu d'inondation. Mais ce qui est là, que ce n'est pas entré. Nous vous supplions seulement de plus creuser un peu l'eau là. C'est moins grave par rapport comme c'était avant. Non, notre problème c'est seulement qu'on attend qu'on est en train de drainer là. Que si on ne traîne pas, on va toujours avoir peur. En réponse à leurs préoccupations, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui présidait la première session du comité de pilotage du projet Douala Ville Durable à Makepe-Misoké, se veut rassurant. Dans les travaux physiques de curage de drains, de leur calibrage, sont en train d'être faits. Le projet d'assainissement est en cours. Et sur les 50 km linéaires de drains, nous commençons déjà à dépasser 50% qui sont déjà bétonnés, calibrés à travers tout notre réseau primaire de drains choisi. C'est un projet complexe qui va enrôler beaucoup d'argent, 4 milliards de francs CFA. Le quartier Makepe-Misoké, régulièrement victime de la fureur des eaux de pluie, affiche un visage peu reluisant. Les mares de boue enveloppent le sol. Les maisons, pour la plupart construites en matériaux provisoires, ont parfois du mal à résister aux fortes pluies. Même ce matin, comme il a plu la nuit, personne ne pouvait passer. Quand vous venez de petits pays, pour Makepe-Misoké, on ne pouvait pas parce que les eaux ont monté. Il faudrait donc, avec ce projet, nous avions l'espoir que nous allons bien vivre comme dans d'autres quartiers. Douala Ville Durable, c'est le fruit d'un partenariat entre la communauté urbaine de Douala et le Fonds français pour l'environnement mondial. En bref, à présent, un incendie s'est déclaré en pleine nuit au domicile du chairman du SDF à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Sa cuisine a été complètement consumée par les flammes. Le chairman du SDF attribue cet incendie à une attaque de la part des séparatistes ambazoniens qui avaient promis des représailles à l'encontre du chairman si jamais il organisait la convention nationale du SDF. Il fonde son argumentaire sur la découverte d'un bidon d'essence à côté de sa cuisine. Les forces de sécurité se sont mobilisées. Une enquête a été ouverte par les autorités du côté de Bamenda.
Des voix s'élèvent à Olembe pour revendiquer le paiement des indemnisations relatives à ce projet de construction du nouveau stade baptisé Stade Paul Biya. Le gouverneur de la région du Centre y présidait une réunion pour la réhabilitation des voiries devant permettre un accès facile à ce stade. Des précisions avec Marcelin Gransop dans ce reportage. Des autochtones qui maudissent le stade Paul Biya en construction au quartier Olembe. C'est la surprise désagréable réservée au gouverneur de la région du Centre. Construisez le stade, jouez votre match et on va voir comment vous allez gagner. Et un autre autochtone d'enfoncer le clou en perçant l'abcès qui fait mal. On n'est pas tellement donné qu'il attend, moi il serait pas long. Nous attendons les indemnisations pour le stade. On nous a promis, les gens ne font que mourir. Les gens qui devaient manger cet argent ne font que mourir. Ne partez pas d'ici en croyant que nous ne sommes pas derrière le président. Mais on n'est pas tellement donné qu'il attend maintenant aussi manger avant de mourir. Arrivé à la tête de la région il y a moins d'1 an, Naziri Paul Biya s'en remet aux éclairages du délégué régional des affaires foncières. C'est alors que l'on apprend que les propriétaires des terrains sur lesquels est bâti le stade Olembe ont été indemnisés depuis fort longtemps. Les populations qui ont donné le terrain où se trouve le stade ont été indemnisés. Mais il peut avoir des erreurs. Mais s'il y a les gens qui n'ont pas été indemnisés, ils doivent faire les requêtes et vous les déposer auprès du gouverneur de la région du Centre. Ce que contestent une fois de plus les riverains. S'ils ont indemnisé, s'ils ont payé les pieds de cacao ou bien les pieds de manioc, ils ont dit qu'ils ont indemnisé. Ils n'ont rien donné. Vous prenez 200 hectares aux gens. On n'a même pas là où mettre un grain de maïs à terre. Nous sommes égarés dans un océan ou bien dans un désert sans boussole. Malgré ces contestations, le gouverneur de la région du Centre, qui était à la tête d'une forte délégation composée des autorités administratives, municipales et traditionnelles, a déroulé l'objet de sa présence à Olembe 1. Le ministre des Domaines et du Cadastre des Affaires foncières a pris un arrêté de déclaration publique réhabilitant certains tronçons devant desservir le stade Olembe. Donc nous partons du petit marché Fougerolles jusqu'à l'abattoir. Ensuite, nous partons de Nkolumbo jusqu'aux logements sociaux de l'Olembe 2. Nous partons de Tinga Village jusqu'au carrefour 100 du côté de Soa et Tinga Village, Nkozwa, sortie collège Péniel. Donc toutes les populations qui se trouvent, qui sont riveraines de ces routes sont concernées. 8 villages situés dans les arrondissements de Soa, de Yaoundé 1er et de Yaoundé 5 sont concernés par ces travaux qui vont commencer incessamment. Elles doivent apprêter premièrement les photocopies des cartes d'identité. Celles qui sont propriétaires des titres fonciers, elles doivent apprêter les photocopies de ces titres fonciers. Ou lorsque le dossier est en cours d'immatriculation, qu'elle apporte le dossier souche. La commission de constat et d'évaluation a effectivement commencé le recensement des biens des personnes qui seront indemnisées. Le gouverneur leur a donné 2 semaines jusqu'à la mi-mars pour boucler leurs travaux afin que la réhabilitation des tronçons concernés soit enclenchée. Des travaux routiers qui doivent être livrés en même temps que le stade d'Olembe. Le temps presse et il faut faire vite. Ce sempiternel problème des indemnisations se pose avec acuité sur presque tous les projets structurants en cours de réalisation au Cameroun. Professeur Maurice Kamto, vous également avez suivi ce reportage réalisé sur le site d'Olembe où les populations bloquent les travaux relatifs à la construction des voiries devant desservir ce stade attendu pour la CAN 2019 et les indemnisations qui ne sont pas toujours disponibles. Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous? Premièrement, je pense que les projets ne sont pas bien étudiés. Parce que lorsque les projets sont bien étudiés et les lieux de réalisation des projets identifiés, on procède, et c'est la loi qui le dit, en tout cas partiale, de la légalité des élections, de la transparence en matière électorale et justement qu'enfin on puisse avoir au Cameroun des élections sans fraude. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui évite les fraudes. Le Conseil est là pour sanctionner les fraudes. Et nous avons eu beaucoup d'espoir par le passé, par exemple en Elecam, en disant, voilà, nous avons désormais un organisme qui est détaché de l'administration de l'État. Mais au bout du compte, nous avons été très déçus, notamment après les élections de 2013. Parce que Elecam s'est révélé être simplement une appendice du pouvoir
et surtout du parti qui est le parti dominant aujourd'hui au Cameroun. L'ECAM a aujourd'hui un nouveau président du conseil électoral, un nouveau directeur général des élections. Est-ce que l'arrivée de ces nouvelles personnes vous offre des perspectives d'un processus électoral plus transparent, plus crédible? Ça ne change fondamentalement rien à l'affaire dès lors que les personnalités en question sont des militants connus et notoires du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, le RDPC, et qui parfois d'ailleurs siègent ou ont siégé par le passé dans des instances dirigeantes de ce parti. Donc il ne suffit pas de changer les hommes pour que l'ECAM devienne crédible. Il faut que l'ECAM réellement, à l'occasion des prochaines échéances, montre qu'il peut organiser des élections crédibles aux yeux des Camerounais et non pas quelque chose qui va recevoir des satisfecits de je ne sais quelle communauté internationale, c'est-à-dire veille par exemple à ce qu'il n'y ait pas des votes dans les casernes militaires, ça c'est la loi qui l'interdit et nous avons essayé d'interpeller en vain l'ECAM à ce sujet par le passé. Pourquoi l'ECAM ne nous a-t-il pas appuyé lorsque nous avons demandé la réforme consensuelle du code électoral, où nous demandons un bulletin unique, ça ne coûte rien à l'État, où nous avons dit par exemple qu'on modifie la disposition du code qui dit que seul le procès verbal de l'ECAM fait foi en cas de contentieux, alors même que les représentants des candidats et des partis politiques au sein des bureaux de vote reçoivent des procès verbaux, mais qui ne servent à rien. Pourquoi leur donne-t-on des procès verbaux? Sans ce préalable-là que vous avez posé comme condition pour un processus électoral transparent, est-ce que vous aspirez toujours à aller à la présidentielle avec ce code électoral que vous critiquez? Nous l'avons dit depuis longtemps. Nous irons aux élections. S'il y en a qui quelque part font de petits calculs en espérant que nous n'irons pas aux élections parce qu'ils ne veulent pas prêter oreille aux revendications des Camerounais, ils se trompent. Nous savons que ce code n'est pas l'idéal. Mais nous savons aussi que nous allons gagner les élections en dépit de ces imperfections. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je vous en prie, allez-y. Parce que ça dépend des Camerounais et uniquement des Camerounais. Nous disons aux Camerounais, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Allez voter le jour du vote, mais surveillez également le dépouillement et le résultat des votes. Justement, vous avez dit que ça dépend des Camerounais. Oui. Pour l'instant, la préoccupation des Camerounais, c'est d'avoir leur salaire et ils étaient nombreux dans les rues de Yaoundé pour tenter de manifester et revendiquer leurs droits sociaux. Ce sont des enseignants indignés qui ont été molestés, brutalisés et interpellés. Cette attitude répressive des pouvoirs publics continue de susciter un tollé de réaction au Cameroun. Être emprisonné pour avoir revendiqué pacifiquement ses droits, le sort réservé aux enseignants indignés, illustre selon l'opposition l'incapacité des pouvoirs publics à apporter des solutions aux causes multiples des crises que traverse le Cameroun. La classe politique qui s'exprime dans ce reportage de Farel Bounia et Kate Diarra. Avec la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord, la crise anglophone qui paralyse le nord-ouest et le sud-ouest, le Cameroun passe par des moments de malaise profond qui sont intensifiés par des revendications d'ordre social dans au moins chacune des 7 régions restantes, chose que Chantal Kambiwa, militante au sein du SDF, attribue à la démission des autorités administratives et politiques qui, selon elle, sont à court d'idées et donc dépassées par les événements. Pour qui travaille-t-il? Tout politique mène l'homme au centre. Mais quand l'homme peut souffrir devant le monde sans qu'on ne réagisse, alors quelle politique faisons-nous? Puisque faire de la politique, c'est apporter les solutions aux problèmes des populations. Mais les populations ont des problèmes. Des individus souffrent. Ils s'adressent à leur hiérarchie. Il n'y a pas de réaction. Face à cette situation sociale qui se dégrade du fait de l'insuffisance de réponse apportée à de nombreux problèmes soulevés, le gouvernement choisit souvent le silence comme solution. Chose que Mukodi Dim David, militant au sein de l'ONG Un Monde à Venir, qualifie de silence complice des personnes appartenant à un même cercle, celui du népotisme. Et donc quand on est dans ce contexte-là, c'est tout à fait normal que certaines autorités bouchent les oreilles et ferment les yeux parce qu'ils sont tous dans le même réseau et c'est entre eux qui se partagent le gâteau. Chacun reste de son côté et personne ne fout son nez dans les affaires de l'autre. En plus du silence, il y a également la violence physique, ainsi que les interpellations arbitraires destinées à faire pression sur des citoyens qui, dans la plupart du temps, ne revendiquent qu'un mieux-être. Je me dis qu'il faut arrêter cela très vite, avant qu'on se retrouve dans une
dans un autre type de crise. Vous vous rappelez bien que la crise anglophone a commencé comme un jeu. Quelques personnes, après, ça a pris d'autres dimensions. Moi, je crois qu'à chaque fois maintenant, avec cette crise anglophone qui nous affecte tous, nous devons faire attention. Mais faire attention, ce n'est pas réagir brusquement à chaque fois que les gens veulent revendiquer leurs droits. Si les gens sortent pacifiquement pour revendiquer leurs droits, la réponse doit être une réponse pacifique. Ce n'est pas au hasard qu'ils se retrouvent dans la rue. Peut-être ils ont emprunté d'autres chemins où il n'y a pas eu de réponse. Pour taire toute cette violence et solutionner le laisser-aller gouvernemental, la solution semble tout trouver au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Christophe Hervé, secrétaire général du MRC. Le gouvernement a perdu le contrôle avec ses citoyens et comme ça, il est temps maintenant pour que nous tous ensemble, on joigne nos forces et aller voter contre ce gouvernement pour changer et résoudre notre problème dans ce pays. Face aux revendications sociales des enseignants, les pouvoirs publics ont d'abord choisi d'envoyer les forces de l'ordre, des centaines d'enseignants placés en garde à vue pour avoir revendiqué leurs droits sociaux. Professeur Maurice Kamto, vous avez suivi de près cette actualité. Comment vous appréciez la gestion des grogne sociales au Cameroun? D'abord, la situation dont vous parlez est inacceptable. Parce qu'on parle d'enseignants dont certains ont plus de 11 mois d'arriérés de salaire. Certains sont sortis depuis 3 ans, depuis 5 ans, et n'ont pas encore été intégrés dans la fonction publique. Pourtant, ils font des prestations, c'est-à-dire qu'ils enseignent. Voyez-vous, la législation camerounaise qui le prévoit a une juste et préalable indemnisation. On n'indemnise pas après avoir démarré les travaux, premièrement. Et deuxièmement, si je suis le reportage que vous venez de faire passer, cela veut dire qu'on réalise simplement que certaines voiries doivent être construites ou réhabilitées et donc probablement élargies pour la desserte du stade. Cela veut dire donc que dès le départ, on n'a pas intégré ces voies de desserte dans l'étude du projet de stade. C'est pour cela que je dis que c'est un problème de défaut d'études, d'insuffisance dans les études et qui affecte en fait tout ce qu'on a appelé les grandes réalisations ou les grands projets ou les grandes réalisations qui ne sont pas encore réalisées, mais enfin, peu importe. Donc ça, il y a d'abord cela. Ensuite, il y a l'incurie de la plupart des agents fonctionnaires de tous les niveaux qui sont dans la chaîne de l'indemnisation et de la réalisation de ces projets. Vous avez entendu les populations se plaindre qu'on leur avait promis l'indemnisation, mais nous avons eu cela avec le port en eau profonde de Kribi et avec d'autres projets. C'est la même rengaine. Cela veut donc dire que, au fond, les budgets alloués à l'indemnisation des populations n'arrivent pas aux populations. Et il faut toujours rattraper en cours de route. Et finalement, on ne sait pas combien coûte l'indemnisation d'un projet au Cameroun. Troisièmement, il me semble qu'il faut clarifier les choses. Lorsque le gouvernement veut entreprendre un projet, je pense que, et cela est en conformité avec la législation foncière, il doit y avoir une période de publicité sur le lieu de la réalisation et pour que tous ceux qui ont effectivement des doléances à formuler, les formulent. Ça, c'est d'ailleurs dans la phase d'étude, ce n'est pas lorsqu'on réalise. Et donc, tous les ayants droit et tous ceux qui peuvent prétendre à des indemnisations s'expriment à ce moment-là. Les commissions descendent sur le terrain, les identifient, et à partir de ce moment-là, le gouvernement arrête le budget de l'indemnisation. Mais ce n'est pas quand on a lancé les projets. Vous voyez, dans votre reportage, on montre le stade déjà en construction. Et on nous dit, on est en train de vouloir indemniser les gens pour les voiries. Donc il y a un vrai problème, et cela participe, je termine par là, justement, de la preuve de l'incompétence manifeste du gouvernement actuel. Ils ne sont pas compétents, il faut le dire. Je regrette. Autre crise majeure que connaît le Cameroun, c'est la crise anglophone. On en parlait au cours de ce journal. 2 ans après la répression des enseignants et les avocats d'expression anglaise, cette crise a pris les allures d'une guerre contre les séparatistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
il y a des enlèvements des autorités administratives, des attaques perpétrées contre des gendarmes, mais aussi la situation humanitaire qui se dégrade pour les populations. Comment analysez-vous les mutations observées sur le théâtre de cette crise anglophone? C'est la même chose. C'est le manque de volonté du gouvernement, le mépris pour la population, pour les revendications des populations, et ensuite, je reviens au mot que j'ai utilisé tout à l'heure, à l'incompétence dans la gestion des affaires publiques. Quand on demande aux Camerounais le mandat d'assumer les responsabilités les plus élevées, on a le devoir d'apporter les solutions qu'il faut aux problèmes qui se posent au pays et aux problèmes que posent les mêmes populations. Le président de la République estime qu'il était important de sécuriser ces régions dans un premier temps, et ensuite il a dit que la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme va s'attaquer au nœud du problème. Écoutez, vous rappelez là, bon, c'est la rengaine gouvernementale, vous êtes dans votre rôle de journaliste, mais si vous enleviez un tant soit peu votre casquette de journaliste et regardiez les choses comme un simple citoyen, je ne parle pas de militant, de quoi que ce soit, comme un simple citoyen, vous constaterez avec moi qu'il y a eu une gestion en dépit du bon sens de ce dossier, pour ne pas dire qu'il y a eu absence de gestion. Tenez, vous me dites, on a nommé une commission de promotion du bilinguisme. Ensuite, on veut sécuriser pour que cette commission puisse faire son travail. Mais comment en est-on arrivé là? Un petit saut en arrière nous montre que lorsque cette revendication s'est formulée vers la fin de l'année 2016, on en était encore à des revendications catégorielles. C'était les enseignants d'une part et les avocats d'autre part. Et que ces revendications sectorielles, si elles avaient été prises en main par les instances gouvernementales en charge de ces secteurs et correctement, je pense qu'on aurait pu éteindre justement la crise de cet instant. Il y a eu des rencontres entre le ministère de l'enseignement supérieur. Ces rencontres sont intervenues quand enseignants. Si vous ne respectez pas la chronologie dans la crise anglophone, vous ne comprenez pas pourquoi on en est arrivé à la situation où on est aujourd'hui. Souvenez-vous que les rencontres commencent à avoir lieu alors même qu'on a déjà commis, il faut le dire, ce que l'on appelle des actes de torture au terme de la Convention contre la torture, c'est-à-dire aller chercher des étudiantes à Buea de leur résidence pour les rouler dans la boue, dans la fange, et les forcer à boire de l'eau souillée. Ensuite, il y a eu la montée de la violence avec les premières tueries. C'est là qu'on met en place la commission. Et en tout état de cause, peu importe, il ne faut pas dire oui parce qu'au début c'était des revendications catégorielles, on s'en tient à cela. On résout les crises telles qu'elles se présentent. Aujourd'hui, la crise porte sur la forme de l'État. Et que cela ne nous plaise ou pas, c'est le cœur du problème. Justement, nous devons discuter de la forme de l'État au Cameroun. Nous avons fait des propositions, si vous me permettez une seconde, à l'époque, lorsque la crise n'avait pas atteint le niveau qu'elle a atteint aujourd'hui, en disant, le président de la République aurait dû se rendre dans les régions anglophones. C'est le rôle d'un chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il a envoyé le Premier ministre et les élites de ces régions-là. Que faisait-il lui-même? Vous me dites qu'il a envoyé, c'est ça la question. Vous êtes accoutumé au Cameroun à ce que le président de la République n'assume pas ses responsabilités et qu'on dise qu'il a envoyé quelqu'un d'autre. S'il ne peut pas les assumer, il est temps qu'il se rende compte qu'il ne peut plus diriger le Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faute de se rendre dans les régions anglophones, il envoie justement des personnalités qui sont rejetés par la population anglophone. Il faut quand même que nous ouvrions nos yeux sur la réalité. Et donc nous disons au MRC, nous proposons que le président de la République constitue une délégation de type politique avec des personnalités de la société civile, des personnalités du monde religieux, des autorités traditionnelles pour aller porter un message de paix, des autorités venant de toutes les régions du pays. Parce que nous sommes en Afrique et nous savons qu'un messager de la paix n'est jamais foutu à la porte. Le président de la République et il ne l'a pas fait. Et derrière cela, le dialogue est ouvert depuis plusieurs années. Si derrière cela, depuis combien d'années, avec qui? C'est quel dialogue? Où est le lieu du dialogue? Pouvez-vous me dire où ce dialogue se tient? Et avec qui? Donc si derrière cela, il avait ouvert un dialogue sincère, en invitant à la table ceux qui posaient des revendications, nous n'allons pas sortir de la crise anglophone si nous ne prenons pas la crise